Un avertissement brutal venu de Washington a traversé l'Afrique comme une décharge sèche. En moins de 24 heures, la menace proclamée de défendre les chrétiens du Nigeria a transformé un discours lointain en pression directe sur la souveraineté d'Abuja. Pendant que les chancelleries s'agitent, une autre trajectoire se dessine, portée par Ibrahim Traoré au Burkina Faso, qui oppose à cette rhétorique la promesse risquée d'une liberté sans tuteur occidental. Pour ceux qui suivent le Sahel, la vraie question devient simple. Quel prix l'Afrique acceptera-t-elle encore de payer pour sa sécurité? Cette crise ne se résume pas à une réaction diplomatique, mais à une bataille silencieuse autour d'un principe essentiel, la souveraineté du Nigeria face aux puissances extérieures. Au cœur du débat surgit un bénéfice décisif. Comprendre comment une nation peut protéger son autonomie sans sombrer dans l'isolement stratégique, un enjeu vital pour toute l'Afrique de l'Ouest. Ce récit propose donc une promesse claire, dévoiler, couche après couche, comment les pressions américaines, les calculs régionaux et les réactions populaires redessinent l'équilibre fragile du Sahel. À ce moment, le texte souligne que si une seule phrase lancée depuis Washington a suffi à déplacer l'épicentre géopolitique du continent, que se passerait-il si la prochaine décision venait bouleverser non pas un pays, mais l'ensemble des alliances ouest-africaines? Les risques sont immenses. Perte de contrôle budgétaire, déstabilisation sécuritaire, rupture des partenariats énergétiques, mais aussi apparition d'un nouvel imaginaire politique que rien ne pourra arrêter une fois ancré dans la jeunesse. Ce qui est en jeu, finalement, dépasse le Nigeria. C'est la capacité du continent à décider de ses propres termes. Tout bascule lorsqu'un simple avertissement déclenché depuis Washington entraîne, en moins de 24 heures, plus de 200 reprises médiatiques, projetant le Nigeria au centre d'une tourmente géopolitique inattendue. À ce moment, le texte souligne que, et là, derrière cette explosion de réactions, ce n'est pas la sécurité qui domine, mais la peur silencieuse d'une nouvelle ère d'ingérence ouverte imposée au Sahel. Dès que la déclaration circule, Abuja comprend que la ligne ténue entre coopération et dépendance vient de se fissurer. Les autorités convoquent des réunions d'urgence, évaluent les marges de manœuvre, mesurent l'impact sur leurs alliés et sur leurs opposants internes. La menace évoquée comme une protection transforme subitement chaque geste diplomatique en test de souveraineté. Dans ce climat électrique, les chancelleries s'agitent, tentent de contenir les interprétations excessives, mais rien n'y fait. L'avertissement américain agit comme un révélateur brutal des fragilités du système régional. C'est précisément dans cet espace trouble que la voix d'Ibrahim Traoré s'élève, portée par un autre axe narratif. Au Burkina Faso, son refus catégorique d'accepter toute forme d'ingérence résonne comme un contrepoint direct aux hésitations d'Abuja. Là où certains voient une opportunité stratégique, lui voit un précédent dangereux, susceptible de redéfinir les équilibres de pouvoir au Sahel. Sa posture, amplifiée par la jeunesse et les mouvements souverainistes, traverse les frontières. Elle offre un miroir où le Nigeria peut se reconnaître, ou s'inquiéter. Le paysage régional, quant à lui, se crispe. Les puissances occidentales observent, calculent les risques de perte d'influence. Les pays voisins, Mali, Niger, Burkina Faso, élaborent un récit alternatif, centré sur l'autonomie collective. Et dans les rues du Nigeria, l'opinion publique commence à basculer, alimentée par la dévaluation du naira, la pression économique, l'incertitude diplomatique. Ainsi se referme la première boucle de curiosité. La question posée en P1. Que signifie cette collision de visions pour l'avenir du Sahel? Trouve ici sa première réponse. Elle révèle un continent qui hésite entre deux routes, l'une familière, l'autre risquée, mais revendiquée comme nécessaire. Pour comprendre comment cette crise s'enracine dans la vie quotidienne, il faut suivre deux trajectoires humaines qui éclairent différemment les premiers impacts.
La première est celle d'un conseiller diplomatique à Abuja, propulsé dans une course contre la montre dès l'instant où l'avertissement américain a circulé. Dans un bureau saturé de dossiers urgents, il tente de concilier les exigences de sécurité, la préservation de la souveraineté et la maîtrise d'un récit national devenu instable. Chaque appel qu'il reçoit révèle une inquiétude nouvelle. Partenaires économiques hésitants, ambassadeurs cherchant des clarifications, journalistes demandant si le pays envisage une réponse formelle. La seconde trajectoire vient d'un jeune entrepreneur de Lagos, opérant dans le secteur technologique. Pour lui, la crise n'a rien d'abstrait. La chute du Naira renchérit l'importation de composants, complique la signature de contrats internationaux et pousse plusieurs investisseurs à geler leurs engagements. Au fil des jours, il observe les signaux faibles d'un ralentissement global, retard bancaire, hausse des coûts logistiques, appels inquiets de clients qui craignent une contraction du marché. Ces deux témoignages, l'un institutionnel, l'autre civil, montrent comment la crise, avant même de produire des effets massifs, infiltre déjà les couches sensibles du pays. Elle agit comme une pression latente que chacun ressent différemment, mais qui oriente toutes les décisions vers un même point d'interrogation. À ce moment, le texte souligne que si les premiers signes fragilisent déjà les acteurs clés du pays, qu'en sera-t-il lorsque la crise atteindra son apogée? Après l'avertissement, tout s'aligne brusquement autour d'un même axe. La souveraineté du Nigeria devient la variable que chacun tente de manipuler, protéger ou instrumentaliser. À ce moment, le texte souligne que, en quelques phrases prononcées depuis Washington, les mots circulent, coupants, précis, porteurs d'une menace sous forme de protection. Les capitales africaines retiennent leur souffle. À Abuja, les réunions s'enchaînent, les communiqués se préparent, les portes des ministères se referment plus vite que d'habitude. Les conseillers évaluent les marges d'erreur et calculent la portée réelle d'une intervention américaine brandie comme un avertissement. Le Nigeria, déjà pris dans un environnement régional fragile, voit se tendre chaque ressort institutionnel. Les alliés traditionnels demandent des précisions. Les opposants internes flairent une opportunité pour critiquer le pouvoir. Les analystes préviennent que l'équilibre du Sahel pourrait vaciller. Pendant ce temps, les marchés réagissent sans attendre. Le Naira décroche, les investisseurs suspendent, les importateurs paniquent. La spirale commence. Les entreprises réajustent leurs prévisions, réduisent leurs stocks, renégocient dans l'urgence. Ce mouvement rapide donne à la crise une dimension immédiate. Ce n'est plus seulement un enjeu diplomatique, mais une pression économique mesurable, presque heure par heure. Au même moment, un deuxième axe se forme, celui du discours souverainiste. Le Burkina Faso devient l'épicentre symbolique de cette contre-narration. Ibrahim Traoré, porté par une jeunesse galvanisée, refuse la logique de dépendance. Ces mots traversent le Sahel, s'infiltrent dans les débats nigérians, redonnent un sens politique à la notion d'autonomie. Le contraste entre les hésitations d'Abuja et la ligne ferme affichée à Ouagadougou crée une tension idéologique nouvelle. Deux visions s'affrontent, l'une prudente, l'autre frontale. Les manifestations dans les grandes villes nigérianes amplifient la fracture. Pancartes brandies, slogans pro-souveraineté, critiques des partenariats asymétriques. Puis vient le pic de tension. Les chancelleries occidentales ajustent leurs messages. Les ONG internationales déplacent leurs équipes. Les médias amplifient la notion d'un risque imminent. Le gouvernement nigérian tente de tenir un centre qui se dérobe. Il assure vouloir préserver la coopération, mais également défendre l'autonomie nationale. Les militaires renforcent certaines zones sensibles. Les services de renseignement détectent une hausse des activités militantes dans le nord-est. Les leaders religieux multiplient les appels au calme afin d'éviter une cristallisation des tensions confessionnelles. Chaque geste semble peser plus lourd qu'il ne l'aurait fait quelques semaines plus tôt. Une déchirure sociale s'installe ensuite. Les prix augmentent sans crainte. Les entreprises adaptent leur chaîne d'approvisionnement. Les familles réorganisent leurs dépenses. Les jeunes s'informent, débattent, diffusent des vidéos qui comparent le Nigeria à d'autres États du Sahel cherchant à se libérer des influences extérieures.
Les discussions dans les universités tournent autour du même dilemme. Coopération pragmatique ou rupture émancipatrice. Le Duchamp se prolonge. Abuja multiplie les gestes diplomatiques pour rétablir la stabilité. Washington reformule ses positions. Les pays voisins observent, anticipent et évaluent l'impact sur leur propre trajectoire. Le Burkina Faso, galvanisé par la posture de Traoré, intensifie les discussions régionales. Un glissement profond s'opère. La question n'est plus seulement qui protège qui, mais qui contrôle quoi. Ce moment charnière laisse le Nigeria devant une évidence. La crise n'est pas une parenthèse, mais un révélateur. Ce qui se joue dépasse l'épisode initial. C'est une bataille pour le modèle d'avenir que le pays entend choisir. Les données apparues après la déclaration américaine montrent à quel point la crise s'est ancrée dans la réalité économique et sociale du Nigeria. Elles éclairent surtout comment une phrase lancée depuis Washington a suffi à reconfigurer l'équilibre du Sahel, révélant des lignes de fracture longtemps ignorées. Pour comprendre cette dynamique, 3 indicateurs majeurs permettent de mesurer l'onde de choc et d'évaluer la profondeur des tensions. Chacun trace une trajectoire distincte, mais tous convergent vers une même conclusion. La souveraineté nigériane est devenue un champ de bataille chiffré. Premier indicateur, la dévaluation du naira. Après la menace américaine, la monnaie nigériane a chuté de 8% en un mois. Cette baisse apparemment modeste agit en réalité comme une contraction rapide du pouvoir d'achat national. Elle fragilise les importateurs, réduit la marge des entreprises locales et accroît directement la pression sur les ménages les plus précaires. Cette variation n'est pas un simple mouvement de marché. Elle marque le premier basculement concret entre la stabilité initiale et la défiance généralisée. Les banques réévaluent leurs projections. Les entreprises gèlent des investissements. Les partenaires internationaux demandent vraiment des garanties. Tout converge vers une même perception. Le Nigeria entre dans une zone de turbulence qui dépasse les mécanismes économiques habituels. Deuxième indicateur, la chute des exportations de pétrole brut. Selon les estimations de la Banque centrale, elles ont reculé de 6,2% au trimestre suivant la déclaration. À première vue, ce pourcentage semble limité, mais dans un pays où le pétrole structure l'ensemble du budget, l'impact devient massif. Cette baisse réduit les recettes publiques, complique les arbitrages budgétaires et oblige l'État à différer certains programmes essentiels. Dans un contexte de tension régionale, ce recul accentue la vulnérabilité interne. Il place Abuja dans une posture où chaque décision économique renvoie désormais à la question de la dépendance énergétique. Un sujet que les voix souverainistes, renforcées par l'écho d'Ibrahim Traoré au Sahel, portent avec insistance. Troisième indicateur, la perception de l'aide étrangère. Avant l'avertissement de Washington, près de 41% des Nigérians considéraient cette aide comme un facteur de stabilité. 6 mois plus tard, seuls 28% partagent encore cet avis. Cette bascule révèle une méfiance accrue, signe d'une population qui ne croit plus à la neutralité des programmes de coopération. Cet effondrement de confiance traduit un mouvement sociopolitique profond. Les débats publics, les discussions universitaires, les revendications de la jeunesse s'orientent désormais vers un imaginaire d'autonomie. Les slogans apparaissant dans les manifestations, certains citant directement des prises de position proches de celles d'Ibrahim Traoré, montrent qu'un changement de perception précède souvent un changement politique. Ces 3 métriques, mises bout à bout, forment la ligne de base et montrent le delta. Un pays qui glissait lentement dans une crise diffuse se trouve désormais happé dans un engrenage où chaque chiffre devient un avertissement. Elle révèle surtout que la bataille entre dépendance et souveraineté ne se joue plus uniquement dans les discours, mais dans des données tangibles qui transforment le quotidien. Le débat sur la souveraineté nigériane ne se réduit pas à une opposition simpliste entre rupture et collaboration. 2 thèses robustes, portées par des arguments cohérents, se font face et méritent d'être présentées avec toute leur force.
Thèse 1. La coopération extérieure comme garantie de stabilité. Ces défenseurs soulignent que le Nigeria évolue dans un environnement régional saturé de menaces transnationales, terrorisme, trafic d'armes, groupes militants du Nord-Est, tensions religieuses. Pour eux, rompre avec les puissances occidentales reviendrait à s'affaiblir volontairement. Ils rappellent que certaines interventions techniques des États-Unis ont contribué à réduire l'activité de groupes armés durant des périodes critiques. Selon cette ligne, l'objectif n'est pas d'abandonner la souveraineté, mais de la protéger par une alliance stratégique temporaire. Dans ce raisonnement, l'aide militaire extérieure agit comme un pare-feu, permettant au pays de consolider ses institutions avant de reprendre le contrôle total. Thèse 2. La dépendance extérieure comme frein structurel à l'autonomie. Ce courant, au contraire, insiste sur les conséquences à long terme de cette coopération. Selon lui, chaque assistance extérieure introduit une asymétrie de pouvoir, conditionnalité, influence sur les choix sécuritaires, priorité dictée par l'agenda d'acteurs extérieurs. Les partisans de cette thèse rappellent que des pays comme la Libye, le Mali ou l'Irak ont vu leur souveraineté s'éroder après des interventions étrangères justifiées par la stabilité. Ils craignent que le Nigeria ne reproduise un cycle déjà observé ailleurs. Dépendance croissante, lente perte de contrôle, fragilisation interne. Réponse structurée. Dépasser le faux dilemme. Ces deux visions identifient chacune une part essentielle de la réalité. La première pointe l'urgence sécuritaire, la seconde, la menace d'une autonomie confisquée. La clé réside donc dans un équilibre stratégique. Préserver la coopération lorsque nécessaire, mais limiter strictement les champs d'ingérence, accepter les partenariats techniques sans céder la direction politique, renforcer les capacités internes afin de réduire progressivement la dépendance. En d'autres termes, il ne s'agit ni d'un oui absolu, ni d'un non catégorique, mais d'un arbitrage où le Nigeria doit définir lui-même les règles du jeu. Le point de bascule apparaît soudain. Il ne vient ni d'un discours officiel, ni d'une négociation diplomatique, mais d'un renversement de perception au sein même de l'opinion nigériane. Jusque-là, la crise semblait être un affrontement classique entre Washington et Abuja. Pourtant, à mesure que les tensions montent, un autre récit prend de l'épaisseur. Celui où la souveraineté n'est plus un principe abstrait, mais une revendication populaire. Dans les rues, les universités, les marchés, les discussions changent de tonalité. Le public ne demande plus seulement des explications, il exige une direction claire. C'est dans cet interstice que l'écho d'Ibrahim Traoré joue un rôle inattendu. Son discours sur l'autonomie du Sahel cesse d'être perçu comme un phénomène lointain. Il devient une grille de lecture permettant de mesurer les choix du Nigeria. Cette comparaison implicite fragilise la position d'Abuja. Toute hésitation paraît désormais suspecte. Toute concession trop visible semble annoncer une dépendance future. Le midpoint reveal se cristallise ici. La crise n'est plus dirigée par les puissances extérieures, mais par la capacité ou l'incapacité du Nigeria à affirmer un modèle d'indépendance cohérent. Une pression nouvelle se forme, silencieuse mais implacable. Les répercussions de la crise se manifestent désormais avec une netteté que plus personne ne peut ignorer. Elle se touche entre 4 sphères simultanément. La nation, NN, les Doan-Niep entreprises, DN, les Nom Dankus communauté, ND, et l'ensemble du Konvuk régional, KVV. Chaque groupe encaisse le contre-coup à sa manière, mais tous révèlent un même glissement profond. Et à travers cette mosaïque d'impact, l'ombre du discours souverainiste porté par Ibrahim Traoré continue d'influencer les perceptions. NN. L'État face à la pression institutionnelle. Pour le Nigeria, l'effet immédiat est une tension accrue sur la gouvernance. Les ministères doivent réajuster leurs priorités, réécrire des projections budgétaires, renégocier des partenariats devenus politiquement sensibles. Chaque décision administrative est scrutée par une opinion publique méfiante.
Les équipes diplomatiques s'efforcent d'apaiser les partenaires étrangers sans donner l'impression d'une capitulation. Ce climat altère la capacité de l'État à planifier à long terme. Le court terme domine et la stratégie glisse vers la réaction plutôt que l'anticipation. La souveraineté cesse d'être un principe. Elle devient un exercice acrobatique. DN. Les entreprises sous choc structurel. Les sociétés nigérianes, petites comme grandes, absorbent la crise de front. La dévaluation du naira renchérit les importations, ralentit les chaînes d'approvisionnement et perturbe les marges. Les multinationales du pétrole suspendent certains investissements, incertaines de la direction politique du pays. Les startups technologiques voient leurs coûts opérationnels grimper, tandis que les investisseurs étrangers adoptent la prudence. Les entreprises locales, elles, doivent jongler avec des clients inquiets et des fournisseurs qui révisent leurs tarifs. Dans un tel contexte, même les secteurs habituellement résilients peinent à maintenir leurs équilibres. ND. Les citoyens au quotidien. Dans les foyers, les effets sont directs. Hausse des prix, diminution du pouvoir d'achat, inquiétude générale. Les familles ajustent leurs dépenses, se tournent vers des produits moins chers, réduisent les déplacements. Les tensions religieuses et communautaires, alimentées par l'incertitude politique, s'intensifient dans certaines régions du Nord. Le sentiment d'injustice grandit. Beaucoup perçoivent l'ingérence étrangère comme une menace à leur dignité collective. L'ascension des discours panafricains, amplifiée par des figures comme Ibrahim Traoré, devient ainsi une réponse identitaire, un moyen de retrouver un récit de contrôle. KV. Le Sahel et la dynamique régionale. La secousse nigériane ne reste pas cantonnée aux frontières. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger observent les événements comme un test grandeur nature. La capacité d'un géant à résister à une pression extérieure. L'instabilité nigériane rejaillit sur les corridors commerciaux, les politiques de sécurité frontalière et les initiatives d'intégration régionale. Certains États renforcent leur coopération souverainiste, d'autres adoptent une prudence diplomatique renforcée. Dans ce paysage mouvant, le Sahel apparaît comme un laboratoire géopolitique où s'affrontent modèles alternatifs et dépendances historiques. Au final, ces 4 cercles de conséquences montrent que la profondeur du basculement. En cours, la crise n'est plus un épisode isolé, mais un révélateur systémique. Elle questionne non seulement la position du Nigeria, mais aussi l'avenir de l'indépendance régionale. À ce stade, les trajectoires possibles du Nigeria se dessinent avec davantage de clarté. Les prochains mois dépendront de 3 variables: la gestion interne des tensions, l'attitude de Washington et la capacité d'Abuja à stabiliser son économie. De là émergent 3 scénarios distincts, chacun plausible, chacun porteur de conséquences lourdes. Scénario base, stabilité fragile sous coopération contrôlée. Dans cette configuration, le Nigeria poursuit sa ligne actuelle. Apaiser les puissances occidentales tout en affichant une volonté de préserver son autonomie. Les négociations se multiplient, les mises au point diplomatiques deviennent fréquentes et les accords de sécurité sont ajustés pour minimiser l'impression de dépendance. L'économie reste sous tension, mais parvient à éviter l'effondrement grâce à des mesures d'urgence. Contrôle des importations essentielles, soutien ciblé au secteur productif, révision partielle du budget. La stabilité revient, mais sans solidité. Le pays se maintient dans une zone intermédiaire, ni souverain, ni soumis, constamment en équilibre. Scénario optimistique, réorientation stratégique et reprise régionale. Ici, Abuja décide d'opérer un repositionnement subtil mais déterminé, diversification des partenariats, renforcement des alliances africaines, redynamisation des secteurs locaux. La croissance repart progressivement grâce à des investissements internes et à des accords régionaux centrés sur l'énergie, l'agriculture et la sécurité collective. Les investisseurs, rassurés par une vision cohérente, reviennent progressivement. Les tensions religieuses diminuent sous l'effet de programmes communautaires soutenus. Le pays ne rompt pas avec l'Occident, mais redéfinit les termes de la coopération à partir de ses propres priorités. Ce scénario exige une discipline politique soutenue,
mais il ouvre la voie à un leadership renouvelé. Scénario worst, isolement progressif et dégradation interne. Dans l'hypothèse sombre, l'économie continue de se dégrader. Les multinationales se retirent. Les tensions communautaires explosent et les institutions peinent à absorber la pression. L'image internationale du Nigeria se détériore, le plaçant dans une position d'isolement diplomatique. Les régions les plus vulnérables deviennent instables, les groupes militants renforcent leur position et l'État doit réallouer des ressources au détriment des services essentiels. La crise se transforme alors en spirale qui combine fragilité économique et fissure sociale. Ces trois scénarios ne sont pas des prophéties, mais des cartes de navigation. Leur utilité réside dans une question clé. Quelles conditions faut-il réunir pour que le pays choisisse l'issue la moins coûteuse et la plus cohérente avec ses aspirations? Au-delà des débats diplomatiques, cette crise touche directement trois cercles humains essentiels. Ceux qui subissent, ceux qui observent et ceux qui décident. Chacun perçoit le bouleversement différemment, mais tous partagent un même sentiment. Quelque chose, dans l'équilibre du Nigeria, est en train de changer durablement. Groupe A, les citoyens ordinaires. Pour eux, la crise n'est pas une abstraction, mais une présence quotidienne. Les prix augmentent, le naira perd de la valeur et la défiance politique gagne du terrain. Dans les quartiers urbains, les conversations tournent autour des mêmes préoccupations. Sécurité, emploi, avenir. Les familles réorganisent leurs priorités, reportent des dépenses, modifient leurs habitudes. Cette pression crée un nouveau réflexe collectif. Suivre l'actualité avec une attention anxieuse, comme si chaque annonce internationale pouvait modifier le cours de leur vie. Groupe B, les professionnels et entrepreneurs. Ceux qui travaillent dans l'économie réelle vivent la crise comme une équation instable. Les marges se réduisent, les contrats se négocient plus difficilement, les partenaires étrangers deviennent prudents. Les dirigeants d'entreprise doivent réévaluer leur stratégie, parfois en renonçant à des projets pourtant cruciaux. Pour beaucoup, cette situation ressemble à une course d'endurance, où il faut survivre jusqu'à ce que le pays retrouve une direction claire. L'incertitude devient le principal obstacle, bien plus que la concurrence ou les coûts de production. Groupe C, les jeunes et les étudiants. Ils observent la crise avec une conscience politique nouvelle. Les débats sur la souveraineté, la dépendance et l'ingérence prennent une place inattendue dans leur quotidien. Ils questionnent les discours officiels, explorent d'autres modèles, comparent les trajectoires régionales. Pour eux, cette crise n'est pas seulement une menace, c'est aussi une opportunité pour repenser l'identité nationale et imaginer des alternatives. À travers ces trois regards, une réalité se dessine. La crise ne fabrique pas seulement des difficultés, elle crée une attente, presque un appel collectif à de nouveaux repères. Pour qu'un véritable redressement soit possible, le Nigeria doit suivre une trajectoire cohérente, capable de répondre à la fois aux urgences économiques et aux attentes sociales. Les tensions actuelles ont montré que la souveraineté n'est pas seulement un discours, mais une organisation stratégique. Dans ce cadre, plusieurs étapes structurantes émergent, et certaines résonnent même avec les approches régionales défendues par des figures comme Ibrahim Traoré, qui plaident pour une autonomie maîtrisée et progressive. Étape 1. Stabiliser la gouvernance financière. La priorité immédiate consiste à restaurer la confiance dans le système monétaire. Cela implique un contrôle rigoureux des importations essentielles, une communication transparente sur les réserves en devises et un soutien aux secteurs productifs locaux. En réduisant la volatilité du naira, Abuja crée le socle nécessaire pour négocier avec les partenaires étrangers en position de force. Étape 2. Renforcer les alliances régionales. Plutôt que de dépendre exclusivement de puissances extérieures, le Nigeria pourrait intensifier sa coopération avec les pays voisins sur l'énergie, la sécurité et l'agriculture. Cette logique rejoint les propositions observées dans le Sahel, où l'autonomie collective devient un outil de résilience.
La force du Nigeria peut revitaliser une intégration africaine trop longtemps théorique. Étape 3. Réorganiser la politique énergétique. Le pays doit réduire sa vulnérabilité face aux fluctuations pétrolières. Cela passe par la diversification, raffinage local, développement du gaz domestique, soutien aux énergies alternatives. Une base énergétique plus solide permettrait de mieux absorber les crises diplomatiques. Étape 4. Investir dans la cohésion sociale. La montée des tensions religieuses et communautaires exige des programmes éducatifs, culturels et civiques visant à reconstruire la confiance. Sans cette stabilisation interne, aucune réforme économique ne pourra tenir dans le temps. Étape 5. Moderniser l'État par la transparence. Suivi budgétaire public, audit indépendant, outils numériques de contrôle. Autant de mesures capables de restaurer la légitimité institutionnelle et d'éviter que la souveraineté ne soit affaiblie de l'intérieur. Cette feuille de route dessine un chemin exigeant, mais réaliste. Transformer la crise actuelle en levier de reconstruction nationale. Dans cette crise, les trajectoires individuelles croisent constamment les dynamiques géopolitiques. Le conseiller d'Abuja, pressé par les dossiers urgents, et le jeune entrepreneur de Lagos, frappé par la hausse des coûts, incarnent deux visages d'un même pays en tension. Les mêmes figures que nous avons croisées plus tôt, prises dans un engrenage qui les dépasse. Leurs expériences rappellent que derrière chaque décision internationale se trouve une vie réelle, un quotidien ajusté, une inquiétude qui cherche une réponse. Et dans cette toile complexe, la voix d'Ibrahim Traoré continue de résonner comme un rappel constant. La souveraineté n'est jamais acquise. Elle se construit à travers des choix difficiles, parfois inconfortables, mais nécessaires. Ce message trouve un écho particulier au Nigeria, où la société oscille encore entre prudence et désir de rupture. Le moment émotionnel se cristallise ici. Malgré l'incertitude, un fil invisible relie ceux qui observent, ceux qui subissent et ceux qui espèrent. Et une vérité simple se dégage, telle une phrase brève qui s'impose. La dignité n'attend pas.